Netflix vient d'officialiser une transaction qui modifie fondamentalement la structure du secteur médiatique aux États-Unis. Enfin, de manière même générale, même pas jusqu'aux États-Unis, parce qu'avec l'acquisition des studios Warner et de la plateforme HBO Max. Donc, ce qui rend cette opération particulièrement intéressante pour un observateur du marché, c'est son architecture spécifique. L'accord ne prévoit pas l'absorption du conglomérat dans sa totalité, mais impose une condition préalable stricte. Warner Bros. Discovery doit d'abord orchestrer une scission complexe de ses activités pour isoler ses réseaux câblés traditionnels. Donc, c'est-à-dire que présentement, Netflix décide d'acheter uniquement les studios et la partie streaming. Et avant que la transaction ne se fasse, il faut que Warner Bros. Discovery se sépare littéralement, que les deux, que Warner Bros. Discovery ici sépare l'entité qui va avoir tendance à gérer uniquement les réseaux câblés traditionnels. Donc, Netflix ne récupère ainsi que les actifs à forte croissance comme le studio ou bien le streaming ici, laissant de côté la partie déclinante de la télévision linéaire. Et au niveau de la télévision linéaire, comme je l'ai souvent dit, et vous savez que pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez depuis très longtemps, la dernière vidéo que j'ai faite sur Warner Bros. Discovery, vous avez juste à écouter, elle date de 2024. La première minute, c'est une vidéo de 4 minutes. La première minute, je vous dis littéralement que cette compagnie va se faire acheter. Simple. C'est pas de la magie, c'est tout simplement parce que depuis très longtemps, quand je fais des analyses sectorielles, c'est la chose qui revient généralement ici. Et donc, c'est un secteur d'activité qui est en pleine consolidation. Alors, et quand je parlais de consolidation ici, pour moi, je voyais plutôt Paramount et Warner Bros. Discovery ensemble plutôt que Netflix et Warner Bros. Discovery. Parce que je sais que Disney, de son côté, ça allait être très compliqué. Mais bon, pour le moment, rien n'est gagné. En tout cas, termine la note d'analyse ici et on va discuter de ce que je pensais avant ni quoi que ce soit. Après, de manière générale ici, cette fusion est assez surprenante pour moi-même, mais je ne suis pas surpris que cette compagnie se fasse racheter, même si l'achat n'est pas encore validé à 100%, comme on va le voir tantôt. Donc, ce mouvement marque un pivot majeur dans la philosophie d'entreprise de Netflix. Jusqu'à présent, la direction avait toujours favorisé la croissance organique, préférant investir ses capitaux dans la création de ses propres contenus plutôt que dans des opérations de fusion-acquisition. Donc, cependant, Ted Sarandos, le co-directeur général, oui, parce qu'elle a deux directeurs, elle a deux CEO. Donc, le co-CEO a justifié cette exception lors de son adresse aux investisseurs, je pense qui est disponible en date d'aujourd'hui, en qualifiant la vente de Warner d'opportunité rare, impossible à reproduire en interne. Je vous ai toujours dit que le catalogue a une énorme valeur. OK? Donc, en mettant la main sur des propriétés intellectuelles durables comme Harry Potter, Superman et l'univers DC, ou encore des séries à forte rétention comme Friends, Netflix achète une assurance contre le désabonnement. L'objectif est de sécuriser une base d'utilisateurs en leur offrant un catalogue dont la valeur perçue est immédiatement reconnaissable. L'intégration de ces deux géants entraînera inévitablement une évolution du modèle opérationnel de l'acquéreur et donc du modèle opérationnel de Netflix. Et c'est à ce niveau que j'ai des doutes. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, premièrement, Greg Peters, également co-CEO de la compagnie, a insisté sur la valeur distincte de la marque HBO, confirmant qu'elle continuerait d'exister en tant qu'entité autonome pour ne pas diluer son image de marque auprès du public. Ce qui veut dire que Netflix, à l'intérieur de Netflix, vous aurez le compartiment HBO. Donc, HBO sera toujours une entité indépendante. Bon, ça va être compliqué pour la publicité. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Enfin, c'est possible, hein, excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude. Pour moi, le modèle Netflix a toujours été intéressant, le fait d'avoir une seule marque. Or, si on a deux marques, ça veut dire ici que la publicité doit être divisée en deux. Si je fais la pub pour Netflix, je fais la pub pour HBO. D'accord? Ou bien peut-être qu'ils feront la pub ici 2 en 1. Donc, de telle sorte que quand on parle de Netflix, on te dit que dans Netflix, tu as également HBO. C'est possible, je n'en sais rien. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Plus surprenant encore, Netflix fait preuve d'un pragmatisme nouveau concernant la distribution en salle. En acceptant de maintenir la stratégie de Warner qui privilégie une sortie cinéma avant la diffusion en ligne pour certains films,
Le géant du streaming admet implicitement que le grand écran reste un vecteur essentiel pour créer de la valeur culturelle autour d'une franchise, s'éloignant ainsi de son dogme historique du tout numérique avant tout. Vous savez généralement que quand Netflix sort un film, c'est uniquement sur les plateformes Netflix, c'est jamais au cinéma. Donc maintenant, Paramount, Disney et je pense et Comcast, quand on sort un film, on le met d'abord au cinéma, ensuite ça se retrouve sur la plateforme. Donc ça diffère littéralement du modèle de Netflix. Ah, c'était également, ça peut être un avantage comme un inconvénient, de telle sorte que moi je me souviens la première fois que j'avais pris un abonnement Netflix, c'est parce que je voulais voir le film Beast of No Nation avec Idris Elba, qui est également, en fait, Beast of No Nation, pour ceux qui aiment bien l'afrobeat, c'est un son ici de Fela, que j'adore littéralement, c'est un son extrêmement long, mais bref, c'était pour c'était pour voir ce film-là, parce qu'il était uniquement disponible sur Netflix, exclusivité mondiale Netflix, donc il n'est jamais sorti au cinéma. Ça m'a poussé à prendre Netflix, et j'ai gardé un abonnement à Netflix jusqu'à aujourd'hui, même si je dois vous l'avouer, bon, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas du tout. Ce que je préfère sur Netflix, c'est généralement les documentaires. De toute façon, j'aime les documentaires de manière générale, donc je prends toujours... Si c'est pas un documentaire, c'est vraiment ça qui va m'attirer. Les films, très peu. Bon, ça dépend, mais voilà. Très rare. Mais bon, Netflix, ils font toujours des films vraiment blur, on va le dire comme ça, pour être gentil. OK? Maintenant, en rachetant WBD, dans Warner Bros. Discovery, elle n'aura pas le choix qu'en sortant un film ici, elle le fera toujours, elle aura toujours les deux stratégies, une pour Netflix, une pour Warner. Donc pour Warner, on sort le film d'abord au cinéma, ensuite sur Netflix. Bref, c'est toujours viable, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. C'est maintenant, il faudrait voir est-ce que ça entraîne des coûts supplémentaires ou ce genre de choses-là. Donc, cette consolidation laisse toutefois un acteur en position délicate, à savoir Paramount. Le studio concurrent avait tenté de proposer une offre de rachat englobant la totalité de Warner, y compris les chaînes câblées, mais c'est vu et conduit. Donc la direction de Paramount, désormais isolée, face à un rival considérablement agrandi, a vivement réagi en envoyant une lettre à Warner pour dénoncer un processus qu'elle estime biaisé en faveur d'un seul interlocuteur. Paramount conteste la logique même de l'accord et souligne que la faisabilité réglementaire d'une telle vente à Netflix est loin d'être acquise, pariant sur le fait que les autorités verront d'un mauvais œil une telle concentration. Donc les obstacles à la finalisation de l'accord prévu dans les 12 à 18 mois sont en effet bien réels. Parce qu'il faut se dire une chose. Ici, Warner Bros. A accepté de se faire acheter par Netflix. Ça ne veut pas dire que l'achat a déjà eu lieu. Parce qu'il faut maintenant passer par l'autorité de la concurrence. Et n'oubliez pas que si le deal n'est pas validé, Netflix va devoir donner 5 milliards en compensation à l'entité Warner Bros. Discovery. Et donc, des conseillers de l'administration américaine actuelle ont déjà signalé que la position dominante résultant de cette fusion serait examinée avec la plus grande attention. De même, je pense que c'est même par rapport à ça que Disney n'aurait pas pu racheter Warner Bros. Discovery parce que Disney est déjà c'est déjà une entreprise assez vaste. Et Netflix, c'est plutôt très fort en distribution. Le catalogue, ils sont en train de le construire. Et d'ailleurs, même, c'était l'une des erreurs que j'ai fait avec Netflix par le passé. Parce que je me disais qu'ils allaient avoir besoin de plus en plus de catalogues. Donc, ils allaient avoir tendance à acheter le catalogue auprès des entités qui ont déjà énormément d'historique, de catalogues intangibles. Par exemple, dites-vous que quand on veut sortir un film au cinéma, prenons un exemple simple. Admettons que je lis la biographie de Warren Buffett, de Snowball. Est-ce que vous savez que cette biographie-là a déjà été vendue pour être adaptée en film? Oui. Ça ne veut pas dire que le film va sortir l'année prochaine. Le film pourrait sortir, je ne sais pas moi, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ou même peut-être jamais. Mais le catalogue en question, si c'est Warner Bros. Discovery qui l'a acheté, d'accord? C'est eux ils sont les seuls à pouvoir faire un film basé sur ce livre-là. Un peu comme avec Harry Potter et tout le reste. Donc,
Le catalogue a énormément de valeur, sauf que c'est une valeur intangible. C'est-à-dire que c'est également, enfin, elle est intangible, mais également la valeur est très discrétionnaire. Elle dépend ici de beaucoup d'aléas. Et donc parfois, c'est souvent difficile à estimer. Bref, c'est pour ça que l'acquisition de Warner Bros. Discovery ici pourrait être intéressante, parce qu'il y a des documents qui vont sortir. Et dans ces documents-là, vous allez voir quels sont les éléments quantitatifs qui ont été utilisés pour signifier que cette entreprise vaut 24 dollars, ou je ne sais pas combien était le prix ici. Oui, ça existe. Ils donnent tous ces documents-là. Je vous ai toujours dit que pendant les acquisitions, il y a énormément de documents qui sortent qui pourraient être utiles pour le futur. Notamment, vous pouvez voir ici qu'ils vont peut-être se baser sur les transactions passées. Comme ça vous permettra, il y a quelqu'un qu'on appelle ici Mario Gabelli. Il aime bien regarder ce genre de choses-là. C'est également un très bon investisseur. Il aime bien regarder ici la valeur de l'entreprise dans le privé de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'une entité privée pourrait payer pour ce type d'entreprise-là? Ça va parfois se baser sur le price to sale. On aura peut-être une estimation ici du catalogue. On se base sur quoi pour le faire? Donc, ça pourrait donner énormément d'informations. Je pense qu'on avait fait cet exercice avec des entités solaires par le passé. On avait lu tous ces documents-là, sur quoi ils s'étaient basés. Et ça m'avait permis de reconstruire, de revoir à peu près mon raisonnement sur les entités qui constituaient ici des centrales solaires, etc. Je pense que la vidéo existe. C'était une entreprise française, j'ai oublié le nom ici. Bref, c'est pas important. Si vous voulez apprendre à valoriser les compagnies, etc., ce genre de documents-là, c'est des formations gratuites. OK? Je ne dis pas que la valorisation va toujours se passer comme ça. Et puis d'ailleurs, vous pouvez aller revoir la valorisation qu'on a fait qui datait qui prenait 4 minutes ici. Pour nous, on a pris 2 fois le price to sale pour ce genre d'entreprise-là. Pour les entités comme Warner Bros. Discovery. Tout en sachant que le price to sale ici est moins élevé que ce que l'entreprise se paye généralement en moyenne. Mais vu qu'on avait une entreprise en difficulté, etc., on a été assez conservateur. Je pense que le prix qu'on trouvait, quand on enlevait la dette, on était aux alentours de 17 euros par là. Et pendant l'évaluation, on était aux alentours de 10 dollars. OK? Je n'ai pas attendu 10 dollars pour faire l'évaluation. Vous pouvez voir les anciennes vidéos de Warner Bros. Discovery ou bien de Paramount. Mon raisonnement a eu tendance à évoluer avec le temps. Et pour ceux qui ne le savent pas également, j'ai eu tendance à être investisseur de Warner Bros. Discovery ainsi que de Paramount. Malheureusement, je n'ai pas fait d'argent dessus. Heureusement, je n'en ai pas perdu énormément non plus. Donc, je ne me plains pas plus que ça. Mais tout simplement parce que, à la longue, je m'étais rendu compte que ceux qui vont avoir tendance à s'en sortir, ce sont les entités qui sont déjà leaders en date d'aujourd'hui. Un peu comme les entités comme Netflix. Mais j'ai choisi d'être investi massivement sur les Alphabet. En fait, c'est pour ça même que ma tête d'Alphabet a été plus renforcée parce que tout le monde bagarre sur le streaming, création de contenu, etc. La seule entité qui ne bagarre pas pour la création de contenu, c'est YouTube. Excusez-moi, c'est une vidéo enregistrée en live, donc vous savez que moi, je ne me casse pas trop avec le protocole, donc je bois mon petit café tranquillement. Je continue. Donc, la fusion va être analysée avec la plus grande attention par l'administration actuelle. De même, l'association Cinema United a exprimé ses craintes quant à l'impact de cette opération sur l'écosystème des salles de cinéma. Par ailleurs, Netflix devra gérer des situations contractuelles complexes, notamment le fait que le studio télévisuel de Warner vend actuellement des programmes à des concurrents directs de Netflix. Donc, il y a des productions de Warner qui sont vendues à Apple TV, Prime Video, ou bien également, comment on appelle ça, Disney. Et donc, je pense que pour revenir à ma... Parce que le secteur des médias, c'est un secteur que j'ai beaucoup étudié, que j'apprécie d'ailleurs, j'adore même le média de manière générale, sous toutes ses formes. Pour moi, j'ai toujours pensé que la radio allait toujours être là, même si ça va avoir tendance à se transformer de manière générale. Les entités comme Spotify ont énormément de potentiel, notamment dans la vente de tickets, et Spotify pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, devenir un genre de YouTube pour la musique uniquement. C'est possible. Ils ont la distribution pour le faire. OK? Donc, parfois, il faut voir des choses comme ça. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais pensé que
que Warner Bros. Discovery se fasse acheter par Disney, c'est parce que Disney étant déjà assez costaud, enfin étant déjà assez, le catalogue de Disney est déjà assez massif, mais en supplément de ça, l'administration Trump n'allait pas trop apprécier cette compagnie-là. Et puis de manière cette fusion-là, ça n'allait même pas marcher. Donc je pense même que c'est pour ça qu'ils n'ont même pas essayé de bid par rapport à ça. Bref, comme je l'ai dit ici, maintenant, Netflix n'aura pas le choix que de licencier son contenu à ces plateformes-là. Mais je suis sûr et certain qu'à long terme, ils vont arrêter de le faire. Peut-être qu'ils vont licencier les anciens films, vous voyez, mais pas les nouveaux, par exemple. C'est ça que je pense à une plateforme comme Tubi, Tubi. Si vous n'avez pas accès au streaming, allez sur Tubi, Tubi. C'est gratuit. Vous avez juste à regarder la publicité. Rien n'est payant. Mais la publicité rapporte beaucoup d'argent de manière générale. Bref, je pense qu'il y a peut-être une version payante ici, mais vous avez accès à un énorme catalogue. Mais il faut être prêt à regarder des vieux films, des vieux documentaires, ce genre de choses-là. Après, pour moi, l'histoire, c'est ça. L'histoire et la façon et le jeu d'acteur, c'est ça qui est plus important pour moi. Le fait que ça a été tourné en 1960 ici, ça ne me dérange pas plus que ça. Peut-être il n'y a pas trop d'effets spéciaux, machin, truc, mais c'est l'histoire qui nous intéresse de manière générale. Le suspense, parfois, peut être le même. Bref. Parlons pas beaucoup. Passons à l'évaluation ici. Donc, il s'agit d'une transformation profonde qui promet de redéfinir les règles du jeu, mais qui doit encore franchir de nombreuses barrières avant de devenir réalité. Et n'oubliez pas que la fusion va être faite en cash et en émission d'action. Donc, il y aura une certaine dilution. Mais on va étudier du Netflix en date d'aujourd'hui sans prendre en considération cette dilution-là, parce que Warner Bros. Discovery, techniquement, ça ne sert à rien du tout de l'évaluer quantitativement. Je pense que... quand même, hein, depuis le temps qu'on analyse cette compagnie, techniquement, on aurait quelqu'un qui avait investi en 2022 n'aurait pas perdu d'argent ici. Je connais quelqu'un qui... Histoire vraie. Je connais quelqu'un qui avait près d'1 million d'euros sur Netflix, Warner Bros. Discovery, peut-être Disney. Non, pas Netflix. Warner Bros. Discovery, Paramount, les deux entités. Soit 1 million, soit un... Ouais, je pense, hein. Littéralement. Je crois que je l'avais connu sur un forum, etc. Je ne sais pas s'il a gardé ses actions jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, s'il a gardé ses actions jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas perdu énormément non plus. En tout cas, je ne sais pas s'il a continué également à racheter. Bref, de manière générale, allons faire ceci, parce que sur Warner Bros. Discovery peut également nous apprendre beaucoup de choses. Je rappelle une chose, si vous avez des questions, d'accord, si vous aimez cette vidéo ou bien quoi que ce soit, vous pouvez liker, premièrement. Activer la cloche, c'est également une bonne chose. Et si vous avez des questions, vous avez le groupe School en description de la vidéo. C'est à ce niveau-là qu'il faut me poser des questions de manière générale. OK? Donc, si on prend du Netflix en date d'aujourd'hui, prenons ça, comme ça. Croissance des revenus, très très bien. Vous connaissez la chanson, ça provient d'où? Acquisition organique, c'est la question qu'il faut généralement se poser. OK? Il ne faut pas juste regarder ici la croissance, etc. Non, il y a beaucoup de questions à se poser au-delà de quand on regarde la croissance du chiffre d'affaires. Ensuite, marge brute. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. Deuxième niveau, c'est la croissance. Vous observez quoi ici? Croissance du pricing power. Croissance des marges brutes. Enfin, le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Le deuxième niveau, c'est la croissance des marges brutes. Ici, on a des marges brutes croissantes. Et vous savez que Netflix a un pricing power. Et les prix vont encore augmenter. Il y a de fortes chances que sur les 10 prochaines années, que les prix de Netflix doublent. C'est possible. Et ça sera toujours moins cher que le câble. Et la prochaine frontière avec Netflix, ça sera, déjà on vous propose des jeux vidéo. Après, vous allez avoir la télévision en live, donc le journal, etc. Je pense que c'est la dernière limite, parce que le sport, ils commencent déjà à faire des tests au niveau du sport. Ils font des tests. OK? Donc Netflix va être de plus en plus puissant demain parce qu'ils ont déjà la distribution, ce qui va être difficile pour les autres à construire. Comme je vous le disais tantôt, vous pouvez regarder toutes les vidéos qu'on a fait sur le secteur des médias, vous allez vous rendre compte que je vous disais toujours une chose. Ce n'est pas parce que vous avez énormément d'abonnés que vous allez avoir beaucoup d'argent. Non. Il faut que les abonnés soient également prêts à payer ce montant-là. Et il y a une chose que les gens ne se remarquent pas sur Netflix. Ils ont les datas. Ils savent quel film va fonctionner à telle période, quel type de produit tu aimes. Va utiliser la plateforme des autres compagnies. Et tu verras ici que l'algorithme est totalement différent. Netflix, c'est pas juste je m'assois, je balance les films en ligne et je les classe comme ça sur une plateforme, une plateforme sur ordinateur ou bien en ligne. Non, l'algorithme s'adapte à vos goûts. Moi, par exemple, quand j'ouvre mon Netflix,
c'est uniquement des documentaires bien précis. Ça peut être des animaux, ça peut être pour les crimes, les cold cases, ce genre de choses-là. Ça peut être pour les biographies. Mais, par exemple, il ne me présentera jamais des émissions de télé-réalité comme L'amour est dans le pré ou ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, je ne regarde pas ça. Vous voyez? Pourtant, je pense que si quelqu'un vient se connecter sur mon Netflix pour regarder, par exemple, des dessins animés pendant une semaine, on va commencer à m'en proposer parce qu'il va se dire, oh, il a changé. Donc, vous avez vu que l'algorithme est très... C'est pour ça que quand j'avais testé, comment on appelle ça encore Euh, comment on appelle ça encore Disney, j'espère qu'ils sont améliorés avec le temps, mais pour moi, Disney, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais payer pour un abonnement pour Disney. Déjà qu'avec la franchise ici, Star Wars, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Et encore que je ne suis pas un grand fan de Star Wars, mais ce que j'ai vu par le passé, c'était mieux que ce qu'ils ont commencé à proposer. Maintenant, je ne dis pas que Netflix est meilleur en termes de proposition de produits ici, mais parfois ils ont de bons produits, parfois c'est juste bof, bof. Rappelez-vous du film Rebel Ridge avec le gars là, Peter machin Pierre, le gars qui avait les yeux bizarres là. Le noir avait les yeux bizarres là. Le film était l'un des plus vus sur Netflix. Ce sont les femmes qui ont regardé le film. Elles ont juste regardé le film parce que le mec, il était beau, c'est tout. Attirant physiquement. Et donc, c'était parmi les films les plus vus sur Netflix. Pourtant, le film, si vous allez le regarder, franchement, les amis, vous allez perdre 1 heure de votre vie. Il est nul, claqué au sol. Je ne sais même pas comment. En fait, la fin n'a ni queue ni tête. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'à la fin, on leur dit oh, on n'a plus assez de budget, il faut boucler le film. Bref, Thierry, tu parles beaucoup. Termine l'évaluation quantitative ici. Donc, nous avons une entreprise pareille qui va s'échanger au moins 25 fois les bénéfices. Attention, attention. Maintenant, si on parle des free cash flow, je vous encourage à aller regarder à peu près. Ces entreprises ont une façon de faire de la comptabilité. Bon, c'est de la comptabilité pour le cinéma. Ils ont tendance à déprécier énormément les actifs. Et donc, ça peut avoir un impact global sur les bénéfices nets, même au niveau du cash flow opérationnel. C'est pour ça que j'aime bien regarder les cash flows opérationnels de cette compagnie. OK? On a à peu près, enfin, on a des marges brutes de 20%. Il y a de grandes chances que les marges de free cash flow continuent à croître dans le futur. Les marges net income, ici, on est à combien? On a du 24%. OK? Et moi, je pense même que pour mieux analyser cette compagnie, tu prends les marges, tu peux utiliser les marges EBITDA, ou bien tu prends les marges, les cash flow opérationnels. Mais bref, nous, on va juste faire ceci, Netflix. OK? Parce que ce qui est dangereux avec les cash flows opérationnels, c'est que moi, je n'aime pas payer plus que 15 fois les cash flows opérationnels, tout en reconnaissant que certaines entreprises méritent plus que 15 fois les cash flows opérationnels. Donc, je vais m'arrêter sur l'ajustement ici des cash flows, d'accord, avec comment on appelle ça, avec FastGraph. Et donc, ici, si je le prends à 25 fois les bénéfices, c'est un business prévisible. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Je pense que Netflix peut avoir une croissance supérieure à 7% jusqu'en 2035. C'est possible. Et donc, je pourrais pas dire aujourd'hui qu'au prix actuel, l'entreprise est surévaluée. Je pourrais même te dire que le prix actuel pourrait être très intéressant pour quelqu'un qui veut faire du long terme. Parce que dis-toi qu'on a un pricing power. Dis-toi qu'on va avoir tendance à gagner de plus en plus d'argent au niveau de la publicité. OK? Dis-toi également que, quand on a déjà parlé du pricing power, on pourrait également avoir de plus en plus d'abonnés. C'est possible. Mais bon, vu comment c'est parti, comptons plus sur le pricing power ici et l'augmentation aussi du segment publicité. OK? Maintenant, demain, s'ils veulent aller dans les podcasts, c'est possible, hein? Attention, tout le monde a une application Netflix. Imaginez que je rentre sur mon Netflix et que je me rends compte que je peux avoir accès à certains podcasts. Je peux en profiter. Donc, ça reste... Et le podcasting, c'est l'un des marchés les plus gros, enfin, de plus en plus en croissance en date d'aujourd'hui. Bref, il y a des relais de croissance qui ne sont pas encore présents ou bien qui sont peut-être en test aujourd'hui, que vous ne pouvez pas voir, enfin, qu'il va falloir à peu près guesstimer pour vos tests de croissance. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici et dire que l'entreprise s'échange à 40 fois les bénéfices et surévaluée. Non. J'ai du mal à dire que cette compagnie est surévaluée. Pour moi, c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Et quand je dis même correctement évaluée, c'est parce que je prends en considération la croissance de 2027. Attention, si on prend en considération l'acquisition, la dilution, plus la dette, ça pourrait être à peu près... le chiffre pourrait changer. OK? Mais en vrai, apparemment, on est sous-évalué. Mais bon,
on a un segment qui est en décroissance ici. Donc, l'architecture, ou bien l'infrastructure de Netflix pourrait relever le niveau ici de HBO au niveau de l'algorithme, etc. Et également au niveau de la distribution. Donc, on va se dire ici une chose, c'est que ça leur permet peut-être de pricer à un niveau plus élevé. Et je vous ai tout dit que le prix peut littéralement doubler sur les 10 prochaines années. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Parce que ça a déjà été le cas. Regardez combien coûtait Netflix quand ils ont commencé à faire du streaming, tout au début. Regardez l'évolution de prix aujourd'hui. Allez-y faire cet exercice uniquement. Et demandez-vous combien est-ce qu'on payait pour le câble. Et regardez à peu près quelle est la marge restante de croissance. Parce que si quelqu'un était prêt à payer $60 pour le câble et qu'aujourd'hui il paye $15 pour Netflix, bah, il pourrait monter à $30 pour Netflix. Évidemment, vous allez me dire que oui, mais il y a trop de services de streaming, etc. Ça, c'est vrai. Parce que moi, personnellement, j'ai Apple TV, que je regarde presque jamais. Vu que j'ai le cloud, donc ça vient avec. J'ai Amazon Prime, ça vient avec mon abonnement. Amazon Prime Video, ça vient avec mon abonnement Amazon Prime. Et donc, Netflix, c'est la seule entité. S'il fallait choisir une ici, je pense que je serais resté avec Amazon uniquement. Mais bon, je paye Netflix. Pour le prix que je paye, ça ne me dérange pas Si je peux regarder une émission par-ci, par-là, ça ne me dérange pas. Dernièrement, j'ai regardé le truc sur P. Diddy. Peut-être que le prochain documentaire que je vais regarder, ce sera peut-être dans un mois ici. Donc, je ne regarde pas beaucoup de choses, mais je continue à payer. Parce que pour moi, pour l'utilité que j'en fais, je suis assez satisfait du prix de manière générale. OK? Bref, disons qu'on va mettre 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça fait à peu près $100. On va enlever la dette nette. D'accord? C'est important, la dette nette. $100 moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, la dette nette, $1. Donc, on va se dire que Netflix est correctement évalué. Si tu as une vision long terme, d'accord? Dis-toi que Netflix, au prix actuel, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas baisser ni quoi que ce soit, mais c'est intéressant. L'un des plus gros regrets que j'ai, c'est ce niveau-ci. Je savais que Netflix était sous-évalué. Mais également, c'était la période où on avait du Amazon, on avait du Google, on avait du Meta. L'argent ne se pouvait pas suivre également. Mais voilà, les gens paniquaient pour rien du tout. Parce que ouais, le nombre d'abonnés a baissé pour la première fois. C'est pas ça qui est important. C'est le nombre d'heures visionnées qui est important ici. Et vous allez voir que le nombre d'heures visionnées, qui est le leader, vous êtes sur YouTube, n'est-ce pas? Creusez. La puissance de YouTube, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai toujours dit que je ne sais pas ce que Google fait. Je pense qu'elle attend que tous ces procès terminent ici. Parce que ce qu'on peut faire avec YouTube, c'est extraordinaire. Même moi, je pourrais avoir de très bonnes idées pour YouTube, de manière générale. Si on vous coupe YouTube ici aujourd'hui, vous allez passer une mauvaise journée, ou un mauvais mois, ou une mauvaise semaine. Si on vous coupe Netflix, pas plus grave que ça. Bref, pour moi, et voilà également une compagnie qui paiera un dividende tôt ou tard. D'aucuns diront que oui, mais j'attends qu'elle verse des dividendes. Cette compagnie pourrait te reverser 2,4% en date d'aujourd'hui, 4% demain. C'est possible, c'est déjà visible en date d'aujourd'hui. Et celui qui l'a acheté à ce prix-ci, son rendement est bien plus élevé que ça. Toutes les entreprises sont destinées à verser un dividende tôt ou tard. Le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Et une politique d'allocation du capital, c'est soit remboursement de la dette, soit acquisition, soit rachat d'actions, soit, comment on appelle ça, versement de dividendes. Donc, étudiez l'allocation du capital et posez-vous la question de savoir est-ce que cette compagnie alloue bien son capital, est-ce qu'elle pourrait émettre un dividende tôt ou tard. Les entités, vous avez vu vous avez des entreprises ici qui n'en versaient pas il y a très longtemps, il y a quelques temps. Aujourd'hui, elles en versent et ça surprend du monde. Pourtant, notre dividende ici, par rapport au prix d'acquisition, est très élevé. Il dépasse littéralement les 10%. Bref, réfléchissez plus loin que le bout de votre nez. Dans tous les cas de figure, ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Un like, un abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche de manière générale. Et on se donne rendez-vous ici en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci, au revoir.